Bienvenue à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode dans lequel on part à la rencontre de ces femmes d'exception qui rendent leur quotidien incroyable et inspirant pour les autres. Amel Sebti, merci infiniment d'être là. Comment ça va, Amel? Très très bien, Yasmine, merci à vous de m'avoir invitée. Un plaisir de vous retrouver. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes plusieurs choses à la fois. Oui. Vous êtes d'abord une femme, une maman, vous êtes médecin de formation, mais depuis plusieurs années, vous accompagnez les gens d'une autre manière, puisque vous êtes psychothérapeute, hypnothérapeute, psychothérapeute holistique, c'est oui, ça? Tout à fait. Coach, vous êtes dans le Reiki également. Ça fait beaucoup de casquettes, Amel. Oui, tout à fait. Alors c'est intéressant comment vous le présentez, mais au final, ça a l'air d'être deux univers ou 1000 univers complètement différents, mais au final, c'est complètement cohérent. Je pense que j'ai embrassé le principe de la relation d'aide. Je l'ai embrassé au début de ma vie à travers ce que je sais et ce pourquoi j'ai été programmée, qui est la médecine. La relation d'aide, c'est ce qui va amener l'autre à être meilleur. Il est malade, on l'aide à guérir. Et puis je pense que voilà, l'évolution a voulu, mon évolution de vie ou mon chemin de vie, a voulu qu'à un moment donné, j'ai compris que la médecine répond à la maladie, elle ne répond pas à la santé. Ce n'est pas un besoin de santé, c'est un besoin de guérison, pas un besoin d'être en bonne santé. La santé est un concept qui est tellement plus large que la souffrance du corps ou de la biologie ou de l'organe. Et donc j'ai constamment, je pense qu'il y a une prédisposition à être dans cette relation d'aide. Donc j'ai cherché d'autres chemins et j'ai passé ma vie à chercher des chemins. Et effectivement, la notion holistique que vous évoquiez, Yasmine, c'est s'intéresser à l'humain dans toutes ses dimensions. Dans sa globalité. Dans sa globalité. Alors, est-ce que ce n'était pas compliqué pour le médecin que vous étiez à ce moment-là, avec sa formation de faculté de médecine, de se dire, OK, j'ai étudié, on m'a parlé d'organes, on m'a parlé de médicaments, mais en fait, je pense que ce n'est pas suffisant. Est-ce que c'est pas compliqué de descendre de ce piédestal? Très intéressant. Je ne pense pas que ça s'est fait de manière aussi tranchée. Okay. Je pense que c'est une évolution. Ça a pris des années. Je pense qu'à un moment donné, il y a énormément de médecins aujourd'hui dans le monde, pas seulement chez nous, qui sont en train de faire cette transition. Je pense qu'à un moment donné, il y a une recherche, une quête. On réalise qu'on est bien physiquement, on est en bonne santé, pourtant on est malheureux. On réalise qu'on est bien, mais on n'a pas d'amis socialement. On réalise qu'on est bien, mais on a toujours des choses qui ne vont pas dans notre vie, dans notre milieu, dans notre manière de nous mettre en lien avec notre milieu. On le voit d'abord pour nous. Je pense que cette évolution ne se fait jamais pour l'autre, elle se fait d'abord pour soi. Et je pense que la plupart des personnes, évidemment, je ne parle pas de la personne qui, à 18 ans, va aller faire l'école de psychologie. Je parle de la personne qui, à un moment donné, va se dire je vais aller vers l'hypnose, je vais aller vers la psychothérapie, je vais aller vers le Reiki. Vous avez parlé du Reiki, par exemple. Moi, il y a 15 ans, vous m'auriez parlé de Reiki, je vous aurais rayonné. Je trouvais ça complètement absurde, stupide. J'avais une approche très snob par rapport à comment je peux changer la vie de quelqu'un simplement en posant une intention sur lui et en bougeant les mains autour de lui. C'est inconcevable pour l'esprit scientifique que j'étais. Mais je pense qu'avec le temps, notre scepticisme, il s'assouplit. Je pense qu'avec le temps, notre esprit s'ouvre. Je pense qu'avec le temps, vous savez, qu'est-ce qui emmène les gens à explorer de nouveaux horizons, de nouveaux univers? Qu'est-ce qui nous amène à changer, à nous améliorer, à sortir du su, du connu? C'est deux choses. Il n'y en a pas 36, il y en a deux. C'est son désir de fuir la souffrance, de quitter la souffrance et son désir de plus de plaisir, son désir de mieux, d'être mieux. Et dans cette quête et dans cette démarche... Pardon, Amel, et la curiosité dans tout ça? Alors, elle fait partie de ça. La curiosité, c'est ce qui nous met en mouvement. Curiosité profonde, vraiment, pas superficielle. Merci, merci. Alors ça, c'est ma compulsion. L'esprit scientifique, par définition, c'est quoi l'esprit scientifique? Quand on a un esprit scientifique, c'est que je conteste tout ce que je vois. Le scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Il ne découvre rien du tout, le scientifique. Il observe, il voit qu'un truc fonctionne. Il le reproduit. Et s'il arrive à le reproduire 1000 fois, il peut dire ça, c'est scientifique. Et quand il a dit ça c'est scientifique, il dit ah, il y a un truc, il refait. C'est la capacité à tout questionner, à tout remettre en question. Jusqu'à ce que Est-ce que c'est pas compliqué de souvent tout remettre en question? Parce que le chemin de vie que vous avez fait qu'il y a eu beaucoup de questionnements. Est-ce que c'est pas fatigant de se remettre constamment en question? C'est fatigant si on n'accepte pas
d'avancer avant d'avoir les réponses. Si on accepte qu'on n'a pas toujours les réponses, c'est une posture, c'est une démarche. C'est pas une quête limitée par quelque chose fermé. C'est une quête ouverte. En même temps, il y a la vie autour. C'est-à-dire, il y a ce questionnement, mais il y a aussi l'épouse que vous êtes, la maman que vous êtes, la fille d'eux que vous êtes, la professionnelle que vous êtes. Et donc, en fait, c'est plusieurs responsabilités en même temps qui se jouent, en même temps de ce questionnement. Oui, c'est très intéressant. Je travaille souvent avec les personnes que j'accompagne sur leur rôle de vie. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là quel est ton rôle en tant que mère ou que fille ou que sœur ou que père? Et si j'arrive à le comprendre dans un territoire, il est applicable à tous les autres territoires. On trouve souvent, quand on travaille sur les rôles de vie, on trouve souvent des correspondances sur la personne que je suis au travail, que je suis avec mes amis, que je suis. Il y a des paradigmes profonds qui ont été inculqués dans l'enfance. Dans l'enfance, on vient au monde, on a une histoire initiale qui est l'histoire qui est racontée par nos gènes. On est des êtres parfaits. Personne n'est venu au monde pour être malade, dysfonctionnel, obèse, triste, colérique. On vient au monde, on a de quoi être une personne parfaite. Et puis petit à petit, on nous raconte une histoire qui est l'histoire dogmatique, qui est l'histoire sociale, l'histoire des injonctions. Cette fiction qui nous est racontée par la société, par nos parents. Et plus on nous raconte cette histoire, plus on y croit, plus on renonce à certaines parties de nous. Et donc, on se contente d'être debout dans la vie à travers cette fiction qu'on nous a racontée sur nous-mêmes. Et donc, on va l'appliquer à tous les champs de vie. Et tout ce qu'on va faire, toute notre vie, c'est la confirmer. Si on arrive à se questionner, qu'est-ce que je suis de plus, ou qu'est-ce que je suis d'autre, ou qu'est-ce que je peux faire différemment, je vais le changer dans un territoire. Par exemple, je vais venir le travailler dans ma relation de couple, ou là, je vais venir le travailler dans ma présence au boulot. Ce changement que je vais réaliser, alors je peux l'appliquer dans ma relation avec mes enfants, avec mes amis, avec Dieu. Je suis parfaitement d'accord. Mais quand on met ça dans le contexte de la vraie vie, du quotidien, il y a cette prise de conscience, il y a cette prise de conscience face aux injonctions de la vie, mais on n'est pas seul, parce que notre écosystème est fait d'autres personnes qui n'ont pas forcément cette prise de conscience. Et donc on se retrouve soit face à un conjoint, soit face à un collègue de travail, soit qui n'est pas dans le même état d'esprit que nous. J'adore. Merci, je comprends. Oui, j'adore. Et ça peut aider en fait notre communauté de femmes qui nous suivent. C'est très intéressant. On a tendance souvent à parler de ça, montrer des role models, des femmes leaders en pensant que ça se fait en un claquement de doigts. Non, du tout. C'est énorme, c'est un long chemin. C'est un long chemin, c'est contre-intuitif. C'est pas dans la nature. La nature de l'humain, c'est sa zone de confort, ce qu'il sait, ce qu'il connaît, ce qu'on lui a raconté. Ce fameux dogme, cet ensemble de croyances qu'on a jeté sur lui. Très intéressant ce que vous dites et on va le dire à toutes les femmes qui sont en train de nous écouter. Quand tu décides de travailler sur toi, quand tu as une prise de conscience, quand tu te poses une question et que la réponse, tu ne la trouves pas dans ce qu'on t'a raconté, mais tu la cherches profondément en toi et tu la sors. Tu crées un changement en toi. Et ce changement, il va se passer deux choses, il ne va pas se passer 36 000 choses. Ce changement va faire de toi une meilleure personne, dans tous les cas. Quel que soit le changement, dans tous les cas, il est là pour faire de toi une meilleure personne. Quand tu es une meilleure personne, il va se passer deux choses. Soit ton environnement, tu vas lui laisser le temps de s'adapter, évidemment. Tu vas communiquer, tu vas changer dans ta manière de te mettre en relation. Et soit ton environnement va s'adapter. Et c'est merveilleux. Et c'est la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Vous savez, le nombre de femmes qui arrivent et qui me disent « Je veux divorcer parce que moi je veux être, parce qu'on m'a fait… » Je dis « Attends. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes, que tu es dans cette situation, que tu es dans cette relation? Travaille d'abord pour être une personne différente. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Mais je sais qu'est-ce que je ne veux pas. Et avance. Et après, décide. Qu'est-ce qui se passe après? Il se passe deux choses. La personne qui est autour va respecter la pureté, la fermeté de ton intention sur toi-même. La personne que tu as envie d'être vraiment. Cet alignement, cet engagement que tu as vis-à-vis de toi-même. Et la personne, elle va s'adapter. Et c'est le plus souvent ce qui arrive, croyez-moi. Quand une personne change, c'est l'approche systémique, oui, c'est l'école de Palo Alto. C'est irradie sur… Clairement, tu changes, ton environnement change. Tes enfants, tes frères, tes copains, Et puis parfois, dans une petite minorité de cas, ton environnement ne s'adapte pas. Et c'est OK. Tous les cycles ne doivent pas rester ouverts à vie. Toutes les personnes, toutes les situations que nous vivons, l'acceptation. C'est long une vie, c'est long. C'est long. Alors, moi, j'aimerais quand même savoir quel est le rôle de la mobilité et de la flexibilité dans la gestion de toutes les responsabilités de la femme que vous êtes. J'adore. Alors, un de nos grands ennemis, qui est un atout développé par nos égos
en cas d'estime de soi faible, par exemple, en cas de trauma, en cas où on a vécu une grosse injustice. Un des outils qui est un biais cognitif, en fait, une manière de fonctionner du cerveau qui est utilisée en priorité, c'est le biais de binarité. C'est-à-dire que le cerveau, depuis que vous venez au monde, son rôle biologique, la biologie, son rôle en tant qu'organe du vivant, qui est en charge de maintenir le vivant, c'est d'identifier ce qui est bon pour votre survie, ce qui est mauvais pour votre survie. Donc il va mettre un biais qui va séparer tout ce que vous vivez en deux, blanc, noir, vrai, faux, avec moi contre moi. Et donc malheureusement, quand ce biais est puissant, et il est souvent puissant chez beaucoup de gens, quand ce biais est installé en nous et qu'il est puissant, il exclut l'infinité de situations qui ne rentrent pas dans le noir ou dans le blanc, qui rentrent dans le gris. Il exclut l'infinité de situations qui n'existeraient que par l'addition de ce noir et blanc en même temps. Quand je rajoute cette souplesse et cette flexibilité et cette curiosité et cette mobilité et cette ouverture, je m'ouvre un champ, ce qu'on appelle le champ des possibles. C'est très joli poétiquement, le champ des possibles. Finalement, le champ des possibles, c'est quoi? Le champ des possibles, c'est une plateforme énergétique ou là, qui s'ouvre à nous, dans laquelle il y a 10% de ce que je sais que je sais. Le champ des possibles, c'est ce que je peux faire, ce que je sais faire, ce que je sais que je suis, ce que je sais que je vais arriver à faire ou pas faire. Il y a 10% de ce que je sais que je ne sais pas. Ce que j'aimerais, mes rêves, mes espoirs, mes ambitions, ce que je sais que je veux, ce que je sais mais que je ne peux pas, ce que je sais que l'autre pourrait me donner mais qui me donne pas. Pourquoi je ne peux pas? Je ne peux pas parce qu'on m'a raconté cette histoire, voilà. Souvent parce qu'on m'a raconté cette fiction. Pas parce fiction. Que je ne peux pas. Parce que je suis loyale à cette fiction qu'on m'a racontée. Donc ce que je sais que je ne sais pas, ou ce que je sais que je ne peux pas. Et 80%, ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Ce que je ne sais pas si je peux ou si je ne peux pas. Donc si je ne m'autorise pas, ce champ immense entre le bien et le mal, entre le oui et le non, entre le si je ne m'autorise pas ça, ben je ne peux pas élargir. Alors, s'autoriser, c'est aussi faire preuve de beaucoup d'humilité. Oui. C'est d'accepter, en fait, de ne pas savoir. Je sais ce que je sais ce que je peux faire, mais j'accepte tout ce champ des possibles que je ne connais pas, que je suis prête à explorer et aller peut-être si je peux décrocher ou pas. Pour moi, c'est beaucoup d'humilité. J'adore. Vous savez, Abraham Maslow, que tout le monde connaît, qui a créé la pyramide de Maslow, ouais. À la fin de sa vie, il a créé un dernier besoin. Pour tous les besoins qu'on connaît, survie, sécurité. À la fin de sa vie, il a découvert le besoin de transcendance. Il a défini techniquement le besoin de transcendance où il y a 25 points. En fait, les 25 points, il y en a un qui m'a interpellée. Je suis présent dans le monde avec fierté et humilité à la fois. Ça veut dire quoi? Fierté, ça veut dire que tout ce que je fais, je le fais bien. Je suis fière de ce que je suis, de ce que j'accomplis. C'est le fameux renforcement positif, l'encouragement qu'on nous invite à donner à nos enfants, être capable de me le donner à moi-même. Mais en même temps, je ne suis rien du tout, je ne prends pas le mérite. L'humilité, c'est qu'il y a encore devant moi tout ce que je peux accomplir et que je ne sais pas encore accomplir, tout ce que l'autre sait et que moi je ne sais pas, tout ce qu'il y a à savoir. Donc l'humilité, la démarche d'humilité, c'est ce qui dit, j'ai fait, je suis fière, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai appris, mais il y a encore tellement à faire et à apprendre. En fait, l'humilité, c'est cette perception optimiste de soi dans le futur. Oui, c'est beau. Perception optimiste de soi dans le futur. Dans le futur, absolument. En quoi tout ce qu'on dit aujourd'hui, entre deux femmes, est important pour toute une communauté de femmes à entendre? C'est très beau. Vous avez parlé tout à l'heure d'empowerment quand on a commencé. Oui. C'est très important que les femmes se questionnent parce qu'on n'arrête pas de les bassiner, empowerment pour les femmes. Et en fait, c'est tellement abstrait pour elles. C'est tellement abstrait, cette notion, powerful woman, empowerment, women, empowerment. C'est un concept très abscon, très opaque. C'est vrai, on ne s'en rend pas compte en fait. Il faut qu'on sache que, avant d'être un concept applicable aux femmes ou là applicable, c'est d'abord un concept qui a été reconnu scientifiquement par l'OMS, applicable à la santé.
C'est quoi l'empowerment? C'est retrouver du pouvoir sur sa vie. C'est être capable. Et comment est-ce que l'OMS, elle a créé ça? L'Organisation mondiale de la santé. Exact. Comment elle a appliqué l'empowerment dans le domaine de la santé, beaucoup dans le domaine de la santé mentale d'ailleurs? C'est faire passer le patient d'une situation où il est passif, il subit le savoir de l'autre et la connaissance de l'autre et l'assistance de l'autre en étant complètement passif, à quelqu'un qui a le pouvoir décisionnel dans sa vie, à quelqu'un qui est capable d'être intégré dans la prise de décision. Pas toujours prendre la décision tout seul, mais au moins être intégré. Ce que nous disons là et tout ce qui est dit aujourd'hui sur les femmes, c'est pas pour qu'elles soient l'égale de l'homme. Pardon, mais c'est une offense à la femme de la vouloir l'égale de l'homme. Il y a une notion d'équité à mettre en place. Il y a une notion de permettre à la femme d'atteindre son plein potentiel, comme il a été permis à l'homme d'atteindre son plein potentiel. Ce que nous disons, c'est que la femme reprenne le pouvoir de prendre ses décisions librement, indépendamment de toutes les injonctions, de toutes les fictions qu'on lui raconte. Ça, c'est pour les hommes, ça, c'est pour les femmes. Le rose, c'est pour les femmes. Le bleu, c'est pour... Tu es un être humain. La femme est un être humain comme un autre. C'est un homme comme un autre. Et donc, cette femme-là... Un homme avec un grand H. Avec un grand H. Cette femme, elle a besoin de plus de s'autoriser à se donner à elle-même plus de pouvoir, pas sur l'homme, du tout, sur les prises de décision qui vont définir Ok, une petite question peut-être, pour nuancer. Quand on dit la femme doit s'autoriser à prendre le pouvoir, ماشي بالغوات, ماشي بالدباز, ماشي بالصداع, شنو هو le leadership féminin, justement? C'est très intéressant. Déjà, la femme, elle a déjà perdu. C'est le sentiment de faiblesse qui nous amène. Ça, c'est parce qu'on est en position de faiblesse, parce qu'on a déjà perdu. C'est quoi la différence entre un leader et un manager? Le manager, il va donner des ordres, il commande. Il y a un truc, il doit manager des équipes. Le leader, lui, il inspire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il incarne des valeurs qui donnent envie aux autres de faire la même chose. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand une femme, elle change en adéquation avec ses valeurs, pas pour vouloir commander chez Wahed ou là, se battre, mais quand elle arrive à reconnaître, à identifier ses propres valeurs et à s'aligner à ses valeurs. Par exemple, quand une femme, très souvent les femmes, elles disent oui au mari, au frère, au père, à la société. Quand une femme, elle apprend que elle dit oui, elle dit que la personne, parce qu'elle n'est pas capable de se dire non à elle-même. Donc quand une femme, elle apprend à se dire non à elle-même, à se dire oui à elle-même, à se poser la question, est-ce que je veux? Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je suis OK? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je consens? Le concept philosophique merveilleux, c'était Rousseau, je crois, qui est le concept de consentement. Est-ce que je consens à ce qui est en train de se passer? Quand elle arrive à se répondre à elle-même à cette question, est-ce que je consens ou pas, ben forcément, elle est dans une transaction équitable. Mais elle est égale de l'homme. Et douce. Elle est dans une transaction équitable où je joue mon rôle et tu joues le tien. C'est compliqué d'arriver à cet alignement, à l'incarner. Alors, c'est beau. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tout est question de choix. C'est un choix. Guérir est un choix. Grandir est un choix. Être apaisé est un choix. Être déterminé est un choix. Les choses n'arrivent pas par elles-mêmes. Les choses, elles n'arrivent pas parce que il y a une nécessité de prise de conscience et de prise de décision. C'est l'étape préalable à tout. Je dois me dire, qu'est-ce que tu veux, ma fille? Est-ce que tu es OK pour être agitée, en colère tout le temps, mais à partir du moment où tu choisis, c'est que ce qui t'autorise à commencer le chemin. Mais après, c'est un chemin. En fait, c'est une habitude. Tout à l'heure, je vous disais, on nous raconte des histoires sur nous et on est loyal toute notre vie à ces histoires. Et un jour, il faut être déloyal à ces histoires qu'on nous raconte, se raconter notre propre histoire et à partir de là, pour parler un langage abordable aux femmes, fake it till you make it. Exactement. Si tu te racontes que tu es calme et que tu accepte de rester calme en toutes circonstances pendant une certaine durée. Alors ton cerveau... 21 jours, c'est ça, le cerveau? Ah non, c'est 100 jours minimum. C'est 100 jours minimum pour marquer une habitude. C'est un mythe, 21 jours. Ouais. C'est marrant. Hein? Alors peut-être pour finir, parce qu'on va se quitter dans quelques instants, et je sais que vous n'aimez pas parler de vous, mais fake it till you make it, vous l'avez fait vous-même par rapport à une timidité. C'est-à-dire on vous voit parler maintenant, vous êtes une femme... pleine de confiance, et on oublie qu'en fait la construction du leadership, c'est aussi
ça, c'est se battre aussi contre soi. Contre soi. Contre soi. Et vous l'avez fait personnellement? Oui, absolument, c'est très beau. On a une somme d'injonctions externes, une somme de soit ceci, soit cela, etc. Mais on a des choses qu'on se dit à nous-mêmes. On a cette fiction justement que les autres nous racontent, il y a celle qu'on se raconte à nous-mêmes. Et donc, c'est très facile de se dire, un jour j'ai 6 ans ou 7 ans et j'entends mes parents dire, elle est timide. C'est très facile pour moi de me dire, waouh, ça me protège. Ça m'empêche par exemple d'aller embrasser les gens quand il y en a 10. Ça me protège quand il faut prendre une décision, par exemple, aller sur un spectacle de fin d'année, tout le monde sait que je suis timide, je suis timide, etc. Ça me protège de prendre des risques, ça me protège de faire des prises de décision qui vont m'exposer. Inconsciemment, bien sûr, inconsciemment. Ça m'empêche de ceci, de cela. Et donc tout ce qui nous limite, c'est en même temps ce qui nous protège. Tout ce qui nous freine et nous bloque dans la vie, en même temps, c'est ce qui nous protège. Donc à un moment donné, si je me dis ce truc, en me protégeant, au lieu de tenir à « il me protège », je tiens à « il me limite », à « il me freine ». Et je refuse d'être freinée. Qu'est-ce que je fais? C'est un changement de paradigme. Oui, merci. Je continue d'avancer dans la vie en acceptant que, oui, ok, je ressens quelque chose qui s'appelle la timidité. Mais si je suis colérique, je ressens quelque chose qui s'appelle la colère. Mais si je suis je sais pas moi, quelqu'un qui est incertain, qui n'arrive pas à prendre des décisions, je ressens un truc du genre. Ce truc m'a protégée toute ma vie. Merci. Qu'est-ce que tu veux être aujourd'hui? Mais ça ne me définit pas. Merci. En tant que personne. Qu'est-ce que tu veux être aujourd'hui? Je vais être une fille publique. Je veux parler. Je veux faire des conférences pour 400 personnes. Et j'ai la trouille. En ayant les chocottes, et c'est OK. En ayant la trouille, c'est OK. Et faire des conférences pour des gens, et passer à la télé, et passer à la radio, et donner des cours dans des amphis bondés. OK, j'ai la trouille. Merci, tu m'as protégée jusque-là. Mais j'ai envie d'être autre chose aujourd'hui. Et tu le fais une fois, et 2, et 10, et 20. Et un jour, tu dis, waouh, c'est OK. Je sais faire ça, c'est facile. Je sais que les spécialistes n'aiment pas, comme on dit à la fin, nasiha. Nasiha al-mutabi'in, nasiha. Je sais. ولكن on va dire, كون كانت شي نصيحة تعطيها اليوم. Les femmes. Les femmes اللي معانا. Effectivement, le conseil, j'aime pas. Maintenant, si je devais dire quelque chose aux femmes, clarifie tes intentions. Sache ce que tu veux. Toute notre vie, on est défini par les intentions des autres. En tant que femme, je parle aux femmes. On est défini. Une femme, ça ne doit pas faire ceci. Une femme, ça doit faire cela. عندك, tu dois faire ceci. عندك ما تخدمش بزاف باش تقدر تتزوج. عندك ما تتزوجش إلا بغيتي تخدمي. عندك هذه. عندك pour être une bonne mère, il faut faire ça. Si tu enlèves tout ça et que tu te poses avec toi-même, c'est quoi tes intentions pour toi-même? Je veux me marier. Pourquoi? Je veux pas être seule. Je veux pas. Ça, c'est pas tes intentions, ma jolie, ça, c'est les intentions par défaut de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux avoir de l'argent, je veux travailler, qu'est-ce que tu veux? Une fois qu'on clarifie nos intentions, c'était Simone Sinek, je crois, qui avait le why, la notion de why, le concept de why. Si tu clarifies le why, le pourquoi. Pourquoi? Après, le comment, les procédures, les outils, le chemin, c'est facile. Laisse-moi rasek et pose-toi la question. Qu'est-ce que tu veux vraiment, toi, en tant que femme? Qu'est-ce que tu veux être, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux être en tant que femme? Quand tes intentions sont claires, le reste, c'est facile. Alors, Amel Sebti, merci infiniment de nous avoir inspirés. Merci beaucoup. Et je peux justement demander à notre communauté de femmes de réagir sur les posts, de dire ce qu'elles retiennent justement de cet échange. Et puis, ce why qu'elles ont. Pourquoi pas Exbouhlina? Et qu'on continue la discussion également à travers les réseaux sociaux. Merci infiniment, Amel Sebti, d'avoir été là. Mesdames, messieurs aussi, bien sûr, à très vite pour un nouvel épisode. Škoda.